À la une de l'actualité ce mardi, le retour à Abidjan du chef de l'État Alassane Ouattara. Il revient de Yamoussoukro où il avait rendu une visite d'amitié et de courtoisie à l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré. La 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique s'est ouverte hier à Cotonou. La rencontre connaîtra l'élection du nouveau directeur régional de l'Organisation pour l'Afrique. 5 candidats sont en lice, dont le professeur Thérèse Ndriyoman, candidate de la Côte d'Ivoire. Le séminaire des députés ivoiriens sur la question des finances publiques se poursuit à Yamoussoukro. Ce mardi, il a enregistré l'arrivée du président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro salue cette formation qui vise à mieux outiller les députés sur la gestion des finances publiques. Et puis, le livre au cœur de l'émergence, c'est le thème de l'édition 2014 du Salon international du livre d'Abidjan, SILA, qui s'ouvre demain. Des innovations sont attendues, notamment la mise en place d'une bibliothèque permanente qui va récompenser les meilleurs lecteurs durant le salon. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Le chef de l'État Alassane Ouattara est de retour à Abidjan. Il revient de Yamoussoukro où il avait rendu une visite d'amitié et de courtoisie à l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré. À sa descente d'avion, vous l'avez vu tout à l'heure sur ces images, le président Ouattara a été accueilli par les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, ainsi que la haute hiérarchie militaire. Au pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le docteur Alassane Ouattara s'est prononcé sur cette visite d'amitié et de courtoisie. Je vous propose de l'écouter. Je viens de rentrer de Yamoussoukro, où j'ai rendu une visite de courtoisie et d'amitié au président Blaise Compaoré. Comme vous le savez, les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont particulièrement étroits. Ces liens ont été matérialisés par la signature d'un traité d'amitié et de coopération entre nos deux pays en 2009. Nous avons d'ailleurs tenu le 4e sommet à Ouagadougou le 31 juillet dernier. Vous connaissez aussi les relations d'amitié que j'entretiens depuis fort longtemps avec le président Compaoré et sa famille. Le président Compaoré a joué un rôle clé dans le retour de la paix dans notre pays, dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou. En tant que médiateur, il a permis aux frères ivoiriens de renouer avec le dialogue et de préparer de manière apaisée et démocratique les élections présidentielles de 2010. La Côte d'Ivoire est reconnaissante au président Compaoré. C'est donc tout naturellement que nous l'accueillons chez nous à la suite des événements douloureux qui ont secoué ce pays frère. Je voudrais à cet égard présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés. À présent, nous souhaitons que la transition en cours se fasse dans le cadre d'un processus apaisé et constitutionnel, conformément aux orientations de la CEDEAO et de l'Union africaine. Les précédents du Mali et de la Guinée-Bissau devront nous aider en cela. Et comme vous le savez, nous avons un sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra les 6 et 7 novembre prochains. Nous souhaitons que le Burkina Faso renoue le plus rapidement possible avec la paix et la stabilité. Il y va de l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Risbeck de France 2, la télévision française. Oui. Compaoré, dans quel état d'esprit est-il? Comment vous l'avez trouvé? Non, je l'ai trouvé bien, je l'ai trouvé moralement bien, physiquement en bonne forme, soucieux de ce qui se passe dans son pays et donc impatient que la paix soit retrouvée et que les Burkinabés réapprennent à se parler, à vivre ensemble et à préparer des élections démocratiques. Oui. Oui, bonjour, Valérie Beny, BBC. Oui, j'aimerais savoir si le président Blaise Compaoré
va rester longtemps en Côte d'Ivoire ou il est juste de passage? Le président Compaoré restera en Côte d'Ivoire aussi longtemps qu'il le voudra. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie. Et concernant justement la situation en Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, désigné par l'armée comme chef du régime intérimaire, a réitéré, mais de manière plus claire, sa promesse de la veille d'une transition dans un cadre constitutionnel dirigé par une personnalité consensuelle. L'officier subit une forte pression internationale, notamment de la part de ses deux principaux alliés, Washington et surtout Paris, qui est enfin sorti de son silence pour exiger, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, un transfert rapide du pouvoir aux civils. Reportage. En quelques jours, la rue a chassé le président Blaise Compaoré. Mais les militaires, qui se sont autoproclamés gérants de la transition politique, sont confrontés depuis plusieurs jours à une forte pression internationale. Nous appelons à nouveau à une transition dirigée par des civils qui respectent l'esprit de la Constitution et organisent aussi vite que possible des élections présidentielles libres. Mêmes inquiétudes et recommandations du côté de l'Union africaine. Réuni à Addis Abeba, le Conseil pour la paix et la sécurité a donné un ultimatum aux militaires. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a pris note du caractère populaire de la révolte. Nous donnons une période de 2 semaines pour transférer le pouvoir à une administration civile. Si cela n'est pas effectué, l'Union africaine prendra des mesures en fonction de son règlement. Une menace claire de sanctions. Mais les militaires n'ont pas attendu ce délai. Dans la matinée, à l'issue d'un entretien avec le Moronaba, le chef traditionnel de la communauté des Mossi a annoncé que les militaires s'étaient engagés à remettre le pouvoir aux civils. L'actualité africaine est aussi marquée cette semaine par la 64e session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé, OMS pour l'Afrique. Elle s'est ouverte hier à Cotonou. La rencontre connaîtra l'élection du nouveau directeur régional de l'Organisation pour l'Afrique. 5 candidats sont en lice, dont le professeur Thérèse Ndriyoman, candidate de la Côte d'Ivoire. 3 autres dames sont dans la course, les candidates du Mali, du Botswana et du Bénin. Le seul homme est issu de la RDC. Qui sont tous ces candidats? Leur portrait avec notre envoyé spécial dans la capitale béninoise, Delphine Blas. 5 candidats pour un seul fauteuil, celui de la direction régionale de l'OMS pour l'Afrique. Sur place à Cotonou, 2 candidates heureuses de se retrouver. Le professeur Ndriyoman Thérèse de la Côte d'Ivoire a 30 ans d'expérience. Elle reste optimiste. Je suis une femme de terrain. J'ai déjà parlé de la création de l'ONG à Condavies Côte d'Ivoire qui prend en charge aujourd'hui les patients vivant avec le VIH. Mais à côté, j'ai créé un centre de formation, de prise en charge et de recherche sur le VIH-Sida. Des qualités reconnues par le ministre ivoirien de la Santé, Raymond Goudou Kofi exprime sa fierté. Parmi les 5 candidats, dont un homme et 4 femmes, parmi les 5 candidats, nous avons quand même la candidature extrêmement importante de la Côte d'Ivoire en la personne de professeur Thérèse Ndriyoman. C'est un gros challenge pour la Côte d'Ivoire. Dans la délégation ivoirienne, le ministre de l'intégration africaine qui encourage la candidature du professeur Ndriyoman Thérèse. En face d'elle, une autre candidate, la ministre béninoise de la Santé, parle d'actions concrètes. 30 ans d'expérience, 2 fois ministre dans 2 régimes différents. Je pense que j'ai beaucoup de choses à partager sur le continent. J'aime bien dire que je suis dans le concret. La candidate du Mali, elle, a confiance en elle. Ma fonction de ministre de la Santé, de représentant l'OMS dans différents pays, mais aussi en tant que directeur du département paludisme de l'OMS et aujourd'hui gérant un partenariat public-privé pour la préoccupation, une des préoccupations majeures de santé. Celle du Botswana, Dr Matshidiso Moeti, mise sur ses compétences. Même s'il y a 5 candidats, l'Afrique est unique et intégrée et nous devons tous travailler pour le futur et l'amélioration de la santé de tous les Africains. Bon, je suis là avec beaucoup d'espoir, comme vous pouvez imaginer, mais aussi très déterminée de faire mon mieux
Ce sont 3 candidatures de la région de l'Afrique de l'Ouest, plus une candidature de l'Afrique australe, face à un homme, un seul homme, celui de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Jean-Marie Okobele, actuel directeur du département vaccination à l'OMS au siège mondial à Genève, en Suisse, se fait discret. Qui succédera donc à Dr Louis Sambo? Le verdict sera connu ce mercredi. Mais en attendant, un hommage est rendu au directeur sortant de l'OMS pour l'Afrique pour le travail abattu sans relâche pendant 10 ans au profit de nos systèmes sanitaires. Lui-même fait un bilan positif de son mandat. Tout en reconnaissant mes limites, je voudrais ici vous rassurer que j'ai donné le meilleur de moi-même. Ce mercredi, l'élection sera à bulletin secret et seul vote les ministres de la Santé des 47 États membres de la région Afrique de l'OMS. La Côte d'Ivoire retient son souffle pour le professeur Ndrioman Thérèse. La célébration du 50e anniversaire de la BAD, la Banque africaine de développement, était prévue pour se tenir ce mardi 4 novembre 2014. Cependant, après avoir examiné attentivement la question et consulté son conseil d'administration, il a été décidé que la banque concentre ses efforts actuels à la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola et apporte un appui adéquat aux pays membres affectés. Par conséquent, le gouvernement et la BAD informent l'opinion nationale et internationale ainsi que l'ensemble des États membres du report de la célébration du cinquantenaire à une date qui sera communiquée ultérieurement. Le séminaire des députés ivoiriens sur la question des finances publiques se poursuit à Yamoussoukro. Ce mardi, il a enregistré l'arrivée du président de l'Assemblée nationale. Guillaume Kigbofori-Soro salue cette formation qui vise à mieux outiller les députés sur la gestion des finances publiques. Hugues Weblé. Valoriser le rôle des représentants du peuple en matière de définition, suivi et contrôle des politiques publiques, c'est l'objectif du séminaire d'information des parlementaires ivoiriens qui se tient à Yamoussoukro. Il met un accent particulier sur l'évaluation des politiques budgétaires. Après 3 jours de formation, les députés auront à leur disposition les informations sur les changements introduits par les réformes actuellement menées par le gouvernement. Viser ici une meilleure appropriation par les députés du nouveau processus budgétaire et comptable dont ils seront des acteurs essentiels. Quand les différents ministères sectoriels viendront à l'Assemblée nationale pour exposer leur programme, et il faut que les députés soient bien formés, outillés pour apporter une meilleure contribution. Et ceci est important parce que le budget est source de stabilité et d'équilibre de la nation. Ce qui sera dorénavant possible, c'est que les députés auront reçu une formation qui permette, n'est-ce pas, donc de renforcer leur capacité quant à la possibilité d'aborder les questions liées au budget. Les parlementaires ivoiriens, désormais acteurs compétents de la vie budgétaire ivoirienne, le président de l'Assemblée nationale se réjouit de cette perspective. Le séminaire d'information de Yamoussoukro va en effet permettre aux députés une meilleure analyse du budget de l'État. Que renferme le concept de justice transitionnelle? C'est pour répondre à cette question que les chercheurs, sociologues et membres de la société civile sont réunis au Centre suisse de recherche scientifique d'Abidjan. Depuis ce matin et 48 heures durant, les participants se prononceront également sur les avancées enregistrées dans le domaine de la justice transitionnelle dans le pays. Geneviève Soro, Maïsako. La justice transitionnelle est un ensemble de processus et de mécanismes mis en œuvre par une société pour panser ses plaies afin de restaurer la démocratie et l'état de droit. En plus de rendre justice, elle permet la réconciliation après des exactions massives commises au cours d'un conflit. La Côte d'Ivoire, qui sort de plus de 10 ans de conflits politico-militaires, a mis en place un certain nombre de mécanismes dans le cadre de la mise en œuvre d'une justice transitionnelle. L'objectif de l'atelier tenu ce mardi au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire est de conduire des échanges sur l'état d'avancement des recherches sur cette forme de justice, 3 ans après la crise post-électorale qui a secoué le pays. L'objectif de cet atelier est de partager les expériences des acteurs et des experts sur la question pour voir quelles sont les modalités de résistance donc liées à la justice transitionnelle en Côte d'Ivoire
Cette étude s'étend sur 3 pays. Il y a le Cambodge, il y a le Burundi et la Côte d'Ivoire. Et les résultats donc de ces recherches-là vont être capitalisés pour qu'on puisse comprendre mieux comment se manifestent les résistances aux justices transitionnelles. 25 participants, dont un représentant de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, ainsi que des chercheurs et des membres de la société civile prennent part à cet atelier. Une semaine de conclave pour des militants de droits de l'homme ici à Abidjan, initiative de l'Organisation internationale des droits de l'homme, OIDH, et de son partenaire suisse, CODAP. Ce séminaire vise le renforcement de capacités des acteurs. Kader Ouattara, Broléon. Observation et évaluation d'un scrutin, mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits humains, ce sont entre autres les thèmes objets d'une semaine d'échange entre 26 jeunes militants des droits de l'homme et leurs formateurs de l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, à cette édition de Campus des droits de l'homme. C'est que des élections démocratiques en 2015 constituent aussi un objectif pour la société civile. Elle entend par cette formation donc renforcer les capacités de ses acteurs. Il s'agira pendant une semaine de former ces jeunes militants sur les questions des droits de l'homme, renforcer leurs capacités en matière de connaissance des mécanismes nationaux, régionaux et onusiens des droits de l'homme. Nous aurons également notre volet qui va porter sur la gestion de projets pour leur permettre déjà d'affiner leurs connaissances en matière donc de gestion de projets. La Côte d'Ivoire est à la veille en termes d'année d'élections générales. Alors même que nous avons connu un récent passé violent, il était bon que nous puissions adresser une formation aux jeunes sur les fondements des droits de l'homme, sur les fondements de la démocratie, sur les fondements de la citoyenneté démocratique. Plus on aura de militants formés aux droits de l'homme et à la démocratie, moins la jeunesse sera encline à perpétrer des actes de violence. Après cette formation, nous allons montrer à la jeunesse ivoirienne qui a pris une part active dans la situation post-crise, de militer pour les droits de l'homme à travers des campagnes de sensibilisation, faire du porte-à-porte, essayer d'informer la jeunesse sur les bien fondés de ces valeurs-là, afin d'éviter ce que nous avons connu. Cette formation, intitulée Campus des droits de l'homme, marque le début des activités de l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, créé il y a 2 mois. Une convention de partenariat vient d'être signée entre l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer de Côte d'Ivoire et l'Institut supérieur des études maritimes du Maroc. Ce partenariat prévoit la formation initiale et le perfectionnement des enseignants, cadres techniques et administratifs des 2 structures de formation. Le compte-rendu de Mamadou Kouassi. L'ARSTM, Académie régionale des sciences et techniques de la mer de Côte d'Ivoire, et l'ISEM, Institut supérieur des études maritimes du Maroc, désormais partenaire dans la formation des recherches maritimes. Un partenariat traduit par la signature d'une convention. Les 2 structures s'engagent pour une durée de 3 ans à échanger des programmes, des documents administratifs et des informations techniques. Un comité de suivi est mis en place et est dirigé par les 2 directeurs généraux. Karim Koulibaly, directeur général de l'ARSTM, assure que cet accord vise à développer les activités des 2 institutions de formation et à renforcer la coopération bilatérale en matière de formation et de recherche maritime entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. La responsable de l'ISEM soutient que cette convention vient renforcer les axes de partenariat liés les 2 pays à travers une offre de formation initiale pour les étudiants et une formation continue pour les gens de mer. Il faut rappeler que l'ARSTM reçoit les étudiants de 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. On en vient à cette rencontre internationale autour des notions de désarmement, démobilisation et de réintégration. La structure ivoirienne en charge de ces dossiers, l'ADDR, prend part aux travaux. Les expériences de plusieurs pays en la matière sont au cœur de ce séminaire. Les précisions d'Hamza Diaby. Réduire le risque de violence armée et assurer la sécurité par le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, et promouvoir la cohésion sociale et la paix par leur sensibilisation intégrée et globale, ainsi que des communautés d'accueil à une vie sociale paisible. Voilà quelques objectifs de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Aujourd'hui, après un peu plus de 2 années d'activité, l'ADDR a-t-elle rempli sa mission? Pour le savoir, elle a décidé de faire une pause en vue de faire le bilan des réalisations DDR,
tirer les leçons et se projeter dans le futur. Au cours de ce séminaire, nous aurons à aborder et à échanger sur le lien entre le DDR et la RSS, à présenter le bilan partiel de nos interventions, les défis ainsi que les perspectives. Nous nous proposons de présenter les adaptations qui se sont avérées nécessaires, ainsi que les initiatives innovantes prises pour tenir compte du contexte et des évolutions en Côte d'Ivoire. Je puis vous confirmer que la mise en œuvre du DDR a des effets positifs sur l'environnement sécuritaire national, car tout en donnant une alternative crédible dans la vie civile aux personnes s'étant familiarisées au maniement des armes, elle rassure les communautés d'accueil et la population dans son ensemble. Pour réussir sa mission, la DDR travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires qui lui apportent une contribution technique et financière. L'ONUCI intervient dans le processus DDR à travers une triple assistance technique, logistique et financière. Cette assistance est menée de concert avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le Service de l'action anti-mine des Nations Unies ANMAS, particulièrement en ce qui concerne les opérations de collecte et de destruction des armes, la réhabilitation et la gestion d'armureries. En Côte d'Ivoire, la DDR dépend du Conseil national de sécurité. Elle bénéficie d'un environnement favorable du fait d'une volonté politique et d'une appropriation nationale. Dans l'actualité politique, d'autres missions d'information autour de l'appel de Daoukro. D'abord avec la ministre Annou Lotto qui s'est rendue le week-end dernier dans la région du Cavali à la demande de l'Alliance RHDP. Une mission pour expliquer aux populations le sens de ce désormais célèbre appel de Daoukro. Jérôme Kwasi, Sylvie Touré. Seule l'union des oufouettistes pourra aider la région à sortir de la léthargie. C'est en ces termes que la ministre Annou Lotto, cadre du RDR, est allée sensibiliser les populations de la région du Cavali sur l'intérêt de l'appel de Daoukro. À la demande de son parti, Annou Lotto a sillonné les localités de Toulepleu, Taï, Blolequin et Guiglo. Objectif, obtenir l'adhésion des populations à la candidature unique du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. Le président de la République est un homme de parole qui dit et qui réalise ce qu'il a réalisé ailleurs. Il peut aussi le réaliser chez nous et nous attendons notre tour. Voilà pourquoi le président Ouattara doit être réélu ici à une large majorité. De nombreux défis de développement du Cavali attendent d'être relevés, notamment ceux liés au domaine des infrastructures. En bravant le mauvais état des routes, Annou Lotto a rassuré ses parents sur la volonté du président Alassane Ouattara de réaliser toutes ses promesses en faveur du Cavali. Pour joindre l'acte à la parole, l'émissaire du RDR a offert 2000 kits scolaires et 200 tables bancs aux écoles primaires du département de Toulepleu. Autre activité sur fond de l'appel de Daoukro, la Fondation Espoir du PDCI RDA entend constituer une banque d'arguments afin de convaincre les populations ivoiriennes sur la profondeur de cet appel de Daoukro. Le président de la Fondation en a fait l'annonce dimanche au cours d'un conclave organisé dans le quartier des Affaires, le Plateau, à Traoré, à Boussanogo. La Fondation PDCI RDA entamera une tournée d'information et d'explications sur l'appel de Daoukro dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Le but est de persuader les populations ivoiriennes à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara afin de lui accorder un second mandat qui lui permettra de réaliser son programme de gouvernement. Pour atteindre cet objectif, le président de la Fondation PDCI RDA s'en donne les moyens. Notre stratégie va se baser sur deux axes. La sortie d'un livre de poche, facile à lire donc pour tous, qui va donc donner l'explication et pratique sur pourquoi l'appel Daoukro. Un film de 26 minutes qui va donc nous permettre de faire une caravane d'explications sur l'appel Daoukro. Je demande à tous les Ivoiriens de faire en sorte que l'appel Daoukro se traduise en réalité concrète pour que M. Ouattara puisse avoir un second mandat éclatant. Selon le président Zié Daouda Koulibaly, l'appel de Daoukro donne à la Côte d'Ivoire les garanties d'une paix durable basée sur la prise en compte des intérêts de tous. Sa fondation compte organiser une caravane qui se tiendra de janvier à septembre 2015. Et ce drame survenu hier matin dans la commune de Yopougon, au nord d'Abidjan, qui ressemble à un crime rituel. Une fillette âgée d'environ 10 ans a été violentée et agressée à la machette. C'était aux environs de 6 heures du matin précisément
À la place Figayo de Yopougon, la fillette a perdu la vie des suites de ses blessures graves. Sur le champ, l'un de ses agresseurs a été abattu par la foule en colère. L'autre s'est enfui avec un poignet de la victime. Attention, les images peuvent choquer. Personnes sensibles s'abstenir. Kader Ouattara, Hamza Diaby. Crime rituel ou simple folie. En tout cas, il y a eu crime et il est odieux. Cette fillette de 10 ans environ a été retrouvée lundi matin sans vie près d'un tas d'ordures avec les mains emportées. Les faits se seraient déroulés autour de 6 heures du matin à la place Figayo dans la commune de Yopougon. La victime, qui venait d'obtenir son entrée en 6e, aurait été agressée par 2 individus armés de machettes alors qu'elle s'en allait vider la poubelle de la maison. Pas de bol pour les agresseurs, la scène est suivie par des passants qui les attaquent à leur tour. L'un d'entre eux réussit à s'enfuir, son complice est lynché et tué. Une fille, elle quittait la maison, elle partait verser de la saleté. Maintenant, il y a un monsieur qui l'a chevré, elle la machette. Elle criait tonton pardon, tonton pardon. Mais il y a un taximètre qui est venu. Le taximètre a la chevré. Il est tombé, il s'est relevé. Ils sont venus le tuer ici. Il était jeune, grand, clair, bien joli là. C'est eux qui ont fait ça. Les corps de l'agresseur et de sa victime se trouvent actuellement à la morgue de Yopougon. Le commissariat du 16e arrondissement s'est saisi de l'affaire. En culture, le peuple bron a célébré le week-end dernier la Daï, c'est la commémoration des morts, 12 jours après la fête de l'Igname. Ce peuple de l'Est du pays a placé cette célébration sous le signe de l'unité et de la cohésion pour développer leur département. Elle a vu la participation des rois et chefs de cantons venus du Ghana et de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire ainsi que des membres du gouvernement. Mamadou Kouassi. Des bois de chauffe apportés à Nana Obenkwaku Ignace, chef du canton Awassou à Douaïné à unifier. Il sera porté par la suite en triomphe par son peuple pour une procession dans les rues du village de Pluti. Des scènes qui se produisent qu'une seule fois dans l'année. Elles marquent la célébration de la Daï ou la fête des morts chez le peuple bron, 12 jours après la fête des Ignames. La Daï est également un moment de promotion des valeurs culturelles bron à travers l'exposition des attributs royaux et la sortie des danses spéciales. Pour cette édition, Nana Obenkwaku Ignace, lui-même président du collectif des chefs, reine-mère et roi du département de Transua, a mobilisé tous ses 111 pères, accompagnés des fils et filles du département, pour faire le bilan moral, financier et spirituel de leur canton. À eux s'ajoutent des délégations venues du Ghana, de l'Indéné Douablé et de Béjéville, pour marquer ses 10 ans de règne sur le canton Preti Awassou. Nana Obenkwaku Ignace a placé cette célébration sous le signe de l'unité, de la cohésion, pour bâtir le terroir en particulier et le département de Transua en général. Quand on est uni, on est fort. Sans l'unité, on ne peut pas aborder des problèmes de développement, des problèmes de culture, parce que chacun plus ou moins a à apprendre. Et c'est pour ça que je réunis tout le monde pour qu'on apprenne et qu'on soit unis, aussi bien au niveau des chefs que des cadres de la région. Parrain de la cérémonie, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, fils de la région, a appelé les chefs à l'union sur les projets de développement. C'est dans la solidarité que nous pouvons développer. Et j'ai appelé les uns les autres à être ensemble. Si nous nous engageons dans des palabres inutiles, cela peut faire retarder le projet. Donc j'ai dit aux parents de s'accorder. La célébration de la Daï marque la nouvelle année chez le peuple bron, peuple issu du royaume Ashanti dans le Ghana actuel. Quatrième et dernier titre de ce 20h, le livre au cœur de l'émergence, c'est le thème de l'édition 2014 du Salon international du livre d'Abidjan, SILA, qui s'ouvre demain. Les innovations sont attendues, notamment la mise en place d'une bibliothèque permanente qui va récompenser les meilleurs lecteurs durant le salon. Serge Colléa. Les préparatifs vont bon train pour le Salon international du livre d'Abidjan 2014. Cette 7e édition s'ouvrira ce mercredi 5 novembre dès 10h avec les premiers stands. La cérémonie officielle d'ouverture est prévue pour 15h. L'objectif, comme les années précédentes, reste le même. Réveiller l'industrie du livre, créer un espace pour les éditeurs, lecteurs, écrivains, amoureux du livre, afin de leur permettre de célébrer le livre. Le livre, instrument de la connaissance et du savoir, le livre qui doit jouer sa partition dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ce que nous voulons faire, c'est de renforcer l'activité littéraire
à l'intérieur du SILA. Donc cette année, nous avons installé une bibliothèque permanente. Donc pendant les 5 jours, tous ceux qui veulent le lire descendent à la bibliothèque, empruntent un ouvrage et ils peuvent lire. Autre nouveauté, nous allons avoir un café littéraire. Le café littéraire permet aux auteurs d'être en face des lecteurs et de mieux approfondir la connaissance qu'ils ont de l'ouvrage. Il y aura un exposant indien, nous allons avoir la République du Bénin qui sera présente, le Cameroun va tenir le stand des pays du bassin du Congo, un exposant français sera là. Nous avons pratiquement 5 pays qui seront présents. Nous avons commencé le SILA au plateau. Et nous avons délocalisé le SILA dans cette arène des sports-là que nous voulons transformer en arène de la connaissance, en arène du livre. Et c'est pour ça que nous invitons tout le monde à visiter le SILA. Le livre doit devenir un élément populaire. 3 prix sont prévus pour ce SILA 2014, le Grand Prix littéraire ivoirien, le Grand Prix du jeune écrivain et le traditionnel prix ivoire de la littérature africaine d'expression francophone qui sera décerné le vendredi 7 novembre 2014. Voilà, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. À demain 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.